Bonjour à tous, je suis Patrick Congeard, chargé de mission à l'ANACT. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la qualité de vie au travail et qui sera consacré au thème de la reconnaissance au travail. Alors, quelques mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore sur le réseau ANACT-ARACT. Donc, nous sommes un réseau composé d'une agence nationale, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui dépend du ministère du Travail, avec un réseau d'associations régionales, nos ARACT. Vous avez dans chacune de vos régions des ARACT. Nos missions, si vous ne les connaissez pas, promouvoir l'amélioration des conditions de travail et diffuser des méthodes et outils pour accompagner les entreprises, en particulier les PME, TPE. Alors, ce webinaire se situe dans notre semaine de la qualité de vie au travail. Chaque année, nous organisons une semaine consacrée autour du thème de la qualité de vie au travail. Elle est organisée du 17 au 21 juin. Un programme d'événements, vous avez peut-être pu en suivre déjà un certain nombre, soit dans vos régions, soit à travers les webinaires organisés par l'ANACT. C'est généralement l'occasion d'avoir des invités comme aujourd'hui, d'échanger des pratiques et de travailler notamment cette année sur le thème du lien entre la performance et les conditions de travail. Cette semaine de la qualité de vie au travail se déroule en partenariat. Alors j'ai un petit souci, je ne peux plus avancer. Se déroule en partenariat, voilà, avec 5 structures, Clésia, Malakoff Médéric, la MGEN, Préventica et Siassi Saint-Honoré. Voilà, donc on va tout de suite démarrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter les invités que nous avons ici autour de la table pour parler du thème de la reconnaissance au travail. Alors, le sujet de la reconnaissance au travail et son lien avec la performance, c'est autour de ces questions-là que nous allons pouvoir travailler avec un enjeu pour nous, essayer de montrer l'intérêt d'investir sur le registre de la reconnaissance au travail et de, à travers les expériences qui seront rapportées ici, aborder les leviers d'action. Alors, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Jérôme Boilon. Donc, Jérôme, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Jérôme Boilon, je dirige Cèdre, qui est une entreprise de 120 personnes et 1500 clients en région parisienne et qui est dans le domaine du tri, du collecte et du recyclage des déchets de bureau. Et nous sommes aussi une entreprise adaptée. Ça veut dire que parmi nos collaborateurs, nous avons 55% de personnes qui ont une reconnaissance handicap. Très bien, merci Jérôme pour ce retour d'expérience. Jean-Pierre? Oui, donc Jean-Pierre Brun, j'ai 2 activités, professeur de management à l'Université Laval dans la ville de Québec et aussi expert conseil au cabinet Empreinte Humaine qui est basé à la fois en France et au Canada. Très bien, donc pour démarrer ce webinaire, juste quelques éléments d'organisation. On va avoir un temps de débat et d'échange entre nous, en particulier à partir du retour de l'expérience Cèdre. On a environ une quarantaine de minutes, les échanges seront interactifs. N'hésitez pas également, vous internautes, à nous poser des questions et on essaiera de les traiter au fil de l'eau. On gardera toutefois un petit temps de questions-réponses en fin de séance. Alors, juste pour lancer ce débat-là, rappelez, et Jean-Pierre nous redonnera peut-être quelques éléments, mais que globalement, depuis de nombreuses années, les études, enquêtes, baromètres en matière de QVT font apparaître du côté des salariés des attentes en matière de reconnaissance et globalement le sentiment pour quasiment 60% si je me réfère aux dernières enquêtes de gens qui ne sont pas nécessairement satisfaits et ou qui s'estiment insuffisamment reconnus dans le cadre de leur travail. Donc un certain nombre d'entreprises commencent à se pencher sur le sujet, ont essayé de travailler et nous ce que l'on a pu constater à travers nos travaux, c'est que classiquement, il y avait 3 registres, on va dire, d'action de manière un peu schématique. Celui qui a été activé chez Cèdre et qui est activé ailleurs, qui est celui de l'emploi, de la question de la rémunération, de la rétribution et de la reconnaissance monétaire. Là aussi, les enquêtes montrent que bien souvent, ça n'est pas uniquement sur ce registre-là qu'il y a des attentes. Et puis 2 autres qui nous paraissent importants à développer. Ceux qui relèveraient plutôt des relations professionnelles, et là on va venir sur le registre, je dirais, du climat social, la relation avec son manager, avec l'équipe, des signes de reconnaissance qui peuvent arriver de son organisation.
Et puis le travail, le contenu même du travail qui a évidemment valeur de reconnaissance. Donc ces 3 points, nous allons pouvoir les illustrer avec votre retour d'expérience, Monsieur Boileau, et puis avec vos apports, Jean-Pierre. Alors peut-être pour démarrer, Jérôme, pourquoi une entreprise adaptée telle que Cèdre a choisi, si j'ai bien compris depuis quelques années, d'investir sur ce thème de la reconnaissance? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit c'est important pour notre entreprise de travailler sur ce sujet de la reconnaissance au travail de nos collaborateurs? Alors, je dirais que nous, on est un peu aidés par la nature même de notre société, puisque entreprise adaptée, nous sommes créés, notre vocation, c'est de créer des emplois durables pour des personnes en situation de handicap. Donc, dès le départ, le collaborateur est au centre de notre projet. Et comme il y a un handicap, il y a nécessité de s'adapter. Et on s'adapte à chaque situation personnelle. Donc, dès la fondation de l'entreprise, on a donc un focus sur le collaborateur. Ce qui s'est rajouté récemment, c'est que comme nous sommes une entreprise dans un milieu ordinaire, avec une concurrence de plus en plus vive et qui est saine, une réforme aussi de l'entreprise adaptée, on est rentré dans un cycle de transformation assez rapide, assez forte. Et cette transformation, on ne peut la faire que par nos collaborateurs et avec nos collaborateurs. Et donc, plus que jamais, il a s'agi, dans les 24 derniers mois, de mettre en place un dialogue et un échange avec ses collaborateurs pour les embarquer dans cette transformation. Et enfin, c'est un métier de service. Qui dit métier de service, c'est-à-dire que le client ne nous voit que le matin quand on va collecter dans les entreprises le papier ou les vieux ordinateurs. Et donc, ce sont nos collaborateurs qui sont la vitrine de l'entreprise. Donc, ces raisons-là font que la reconnaissance et la considération, qui est un petit peu différent, sont devenus au centre de notre projet. D'accord. Jean-Pierre, au-delà d'une entreprise adaptée qui a peut-être des caractéristiques et d'emblée, dans ses philosophies, dans ses principes, une attention à cette question de la reconnaissance comme facteur d'engagement, qui est un élément qui a été évoqué, c'est quelque chose qui traverse un peu les entreprises, une réflexion qui aujourd'hui préoccupe un peu les entreprises. Dans quelle mesure elles misent ou pas sur la question de la reconnaissance au travail pour faciliter cet engagement? Écoutez, c'est en effet un réel besoin, je pense, pour l'ensemble des collaborateurs et des salariés dans une entreprise. Le plus bel exemple que c'est non seulement un besoin, mais aussi une exigence de développer ça, c'est qu'il y a une dernière étude qui vient de sortir il y a quelques semaines de Gallup qui montre, tout au moins qu'aux États-Unis, à peine 25% des gens se disent engagés par rapport à leur employeur. On a à peu près des taux similaires en France et au Canada en tant que tel. Et si les gens ne sont pas engagés dans leur travail, c'est pas simplement parce qu'ils sont égoïstes ou qu'ils ont une vision individualiste des choses, c'est qu'ils sentent qu'il y a un déséquilibre entre la contribution qu'ils ont et le retour qu'ils reçoivent de l'entreprise. Et là, je ne parle pas juste du retour financier en tant que tel, mais la rétribution au sens beaucoup plus large à ce moment-là. Et ce que vous venez de nommer chez Cèdre, quand vous parlez en effet de conditions de travail, mais aussi d'implication des gens, de consultation, d'aménagement du travail par rapport à ces gens qui ont des difficultés, même les gens qui n'en ont pas moins de difficultés, parce que tout le monde en a des difficultés dans la vie en bout de ligne. J'aime bien quand vous avez terminé, et moi-même, de plus en plus, je ne parle pas juste de reconnaissance, je suis même tout près d'abandonner ce terme pour parler plutôt de considération. Parce que la reconnaissance amène l'idée que c'est une question de merci, s'il vous plaît, de gratitude uniquement, alors que ce qu'on constate dans toutes les enquêtes qu'on a pu faire à l'Université Laval, c'est que les besoins des gens sont beaucoup plus fondamentaux que ça et qu'un merci, oui, ça fait plaisir. C'est peut-être nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas pour les individus, et il faut aller beaucoup plus loin. Et non seulement il faut aller plus loin parce que c'est un besoin pour les individus, mais comme je vous dis, quand vous regardez l'état du workforce, de la main-d'œuvre à travers le monde, quand vous regardez les niveaux d'absentéisme qui augmentent partout, les niveaux de stress, les niveaux de désengagement, il faut faire quelque chose. Et on a été longtemps dans une perspective de dire on va jouer sur la rémunération. Ça allait, ça, dans une époque où il y avait de l'argent dans les entreprises, mais on est dans un contexte où il y a moins d'argent. Et finalement, les augmentations qu'on donne aux gens sont tellement minces maintenant que souvent, c'est plutôt un élément de démotivation
que de motivation en tant que telle. Donc, il faut élargir l'éventail des formes de reconnaissance. Je pense que c'est un élément important. Alors, on reviendra sur la question des modalités, Oui. comment. Juste peut-être pour terminer sur cette question du pourquoi, j'ai le sentiment que voilà, ce n'est pas véritablement quelque chose de nouveau, cette attente et ces besoins de reconnaissance. Ceci étant, vous semblez dire, et l'un et l'autre, que à la fois, aujourd'hui, il y a des contraintes et des exigences de performance qui vous sont, notamment avec la réforme autour des entreprises adaptées, qui du coup rendent encore plus nécessaire cet engagement et cet enjeu de valorisation. Et vous nous dites, Jean-Pierre, le levier rémunération étant plus difficile peut-être aujourd'hui à activer du côté des entreprises, il faut peut-être aller chercher sur d'autres registres que la reconnaissance. Donc est-ce qu'il y a un constat partagé là que finalement c'est aujourd'hui encore plus prégnant qu'hier cet enjeu à agir sur le levier reconnaissance pour améliorer l'engagement et la performance? C'est encore plus prégnant parce que si on regarde la courbe de la performance à la fois aux États-Unis ou un peu à travers le monde, il y a un effet de plateau. Les entreprises n'arrivent plus à avoir une augmentation de la performance comme on voyait avant de 5-10 points par année. On est à la marge d'amélioration de 1 ou 2 points par année. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a épuisé un peu l'arsenal qu'on avait pour améliorer la performance où d'année en année, on faisait avec N- personnes, N- budget, en espérant avoir plus de performance. Et là, on voit que ça ne marche pas, que ça ne marche plus, en tout cas tout au moins, et qu'il faut donc varier en effet les leviers et que la reconnaissance est un de ces leviers. D'accord. Et aussi bon pour la santé des personnes, pas juste pour la performance. On est bien sur le double registre qui nous intéresse dans le cadre de cette SQVT, le bien-être des salariés et la performance des organisations. Alors peut-être, Jérôme, on voit là se dessiner différents registres possibles. On commence à dire, voilà, le registre monétaire est sans doute aujourd'hui limité et ce n'est pas nécessairement là que se situent les principales attentes. Sur quel registre vous avez essayé de jouer et j'ai envie de dire aussi peut-être en préambule comment vous avez affiché vis-à-vis de vos salariés cet engagement vers une politique de reconnaissance? Alors, on a commencé par construire ensemble. Donc déjà, je pense qu'une des clés pour un salarié pour être engagé, c'est de comprendre l'aventure dans laquelle on l'engage. Donc, on est parti vraiment de la base, c'est-à-dire qu'on a construit pendant 6 mois une charte d'entreprise qui a redéfini les missions, qui a redéfini nos valeurs et qui a déboussé sur des engagements. Donc on était maintenant une équipe avec des règles du jeu, une place pour chacun et un objectif. On a passé beaucoup de temps en petits groupes. Je crois que 70 des 110 collaborateurs à l'époque ont participé. Et on a affiché d'entrée une volonté que le dialogue social prenne toute sa place. Alors, il existait, il y avait un CE, il y avait des élus, mais là, on a passé beaucoup de temps avec les délégués syndicaux et les anciens élus à préparer le nouveau comité social et économique. Et on a fait une dizaine de réunions pour expliquer l'enjeu, et 95% des collaborateurs ont voté. Donc, à partir du moment où on a commencé à construire quelque chose ensemble, fixer les règles du jeu, embarquer l'essentiel des collaborateurs. Après, quand on est arrivé avec notre projet de digitalisation de nos outils, et on l'a aussi, celui-là, créé aussi un peu avec eux, alors on a des groupes de travail, c'est passé de manière naturelle et constructive. Ils nous ont apporté beaucoup de bonnes idées qu'on n'aurait sans doute pas eues si on l'avait imposé d'emblée. Donc ça veut dire, Jérôme, sur ce point-là, au-delà de se dire on a eu différents leviers, différents registres, il y a aussi comment on introduit le sujet, comment finalement, si je vous reprends, la participation et l'embarquement des salariés dans cette réflexion, dans cette stratégie, dans cette attention aux questions de la reconnaissance. Ce premier signe de reconnaissance, il passe par l'association et la participation des salariés à ce projet d'entreprise. On les considère en leur faisant écrire ensemble notre histoire qu'on veut réaliser. On les considère en les faisant construire la cathédrale à laquelle tous devons participer, et ça change beaucoup de choses. Ce n'est pas vécu comme une décision dans laquelle on va être un peu en mode frein, parce qu'on ne comprend pas et on n'est pas considéré, même si la reconnaissance financière, si les performances s'améliorent, mais c'est un effet secondaire. Jean-Pierre, ce levier participation autour de
l'expression, la contribution, la participation des salariés à un projet d'entreprise et le fait aussi, j'imagine, d'écouter leurs propositions, leurs contributions, c'est un levier d'action important en matière de reconnaissance? Écoutez, des formations sur la reconnaissance, j'en ai des centaines et des centaines, à la fois des collaborateurs et des managers. Et s'il y a un maître mot ou un terme commun pour tout le monde, c'est utiliser mes compétences. C'est l'élément essentiel qui ressort. Peu importe l'âge des gens, ça c'est un élément important de souligner, parce que des fois on a tendance à dire que c'est juste les milléniums et tout ça qui veulent ces éléments-là. Non, c'est pour tout le monde, utiliser mes compétences. Permettez-moi en effet de faire ce qu'on appelle en anglais du job crafting, c'est-à-dire de pouvoir définir aussi mon travail, parce que je passe 2000 heures par année dans mon poste et j'ai une bonne idée d'un peu ce que je dois faire. Je n'ai pas toujours une idée globale des solutions, mais je peux au moins participer. Il ne s'agit pas d'écouter uniquement le salarié et de dire on va faire ce que tu veux, mais qui participe, comme vous avez fait, des groupes de travail, pour apporter justement cette intelligence individuelle et aussi collective. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel, je dirais, qui ressort et qui va être là une manière de se distinguer comme employeur, parce qu'aujourd'hui, en effet, les gens veulent s'exprimer en direct. On le voit avec l'ensemble des réseaux sociaux et les possibilités d'expression que les gens ont sur les réseaux sociaux et s'attendent un peu à la même chose en entreprise, veulent donner leur opinion. Et probablement encore plus avec les nouvelles générations, en effet, qui ont l'habitude d'avoir été consultées dès leur jeune âge. Moi, je donne souvent l'exemple, l'été arrive, là, et puis on discute en famille avec nos enfants de où est-ce qu'on va aller en vacances, etc. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai 60 ans bientôt, mon père ne m'a jamais demandé où je voulais aller en vacances. Donc, il y a une réalité qui fait que les choses changent et que cette consultation qu'on fait auprès des plus jeunes, ils s'attendent à faire la même chose une fois arrivés dans l'entreprise. L'utilisation des compétences est non seulement un élément qui va permettre de se sentir reconnu, mais qui va aussi construire l'identité de la personne et construire une identité dans laquelle il va se sentir en lien avec l'entreprise. Et donc là, on est sur toute la question du turnover, de l'engagement et tout ça, parce qu'il va dire, à travers mes compétences, je peux teinter l'entreprise aussi, je peux donner une couleur qui est un peu moi à travers ça et non pas un truc qui est défini en haut par des gens très intelligents, mais qui ne me correspondent pas. On n'est pas seulement, comme le disait Jérôme tout à l'heure, dans une logique de recherche de l'implication immédiate sur un temps donné. On est vraiment dans une logique d'implication durable, d'attachement aux valeurs de l'entreprise. On crée une culture d'entreprise. Et ce que je viens de dire, Jean-Pierre, moi je rebondis et j'adhère complètement. Il y a beaucoup de métiers qui sont relativement à plat. C'est-à-dire quand on est chauffeur, on est chauffeur. Quand on est trieur, on est trieur. Et néanmoins, là aussi on a travaillé beaucoup cette année, on s'aperçoit qu'il y a de l'excellence possible dans chacun de ces métiers et que si on ne peut pas avoir une montée en compétences verticale, on peut avoir des montées en compétences horizontales. Donc travailler là-dessus avec les collaborateurs, ça donne exactement ce que vous soulignez. Ça leur donne la première reconnaissance essentielle, c'est que je suis capable d'apporter quelque chose autre qu'un acte mécanique. Je m'épanouis aussi dans mon travail. Et ça, la qualité qui en découle, elle est fantastique et fait la différence. On a des collaborateurs qui, pour la première fois, sont allés en entreprise pour aider les entreprises à trier, alors qu'avant, ils ne le faisaient que dans un centre. Mais sortir du centre, être autonome, c'est une bouffée d'oxygène et ils sont excellents. D'accord. Et ça me fait penser à une entreprise que j'accompagne en France où leur leitmotiv, c'est pas juste la qualité de vie au travail, même presque pas la qualité de vie au travail, mais l'épanouissement professionnel des gens. Ils se disent, nous, ce qu'on veut faire dans notre entreprise, c'est faire grandir les gens. Avec tout ce que ça peut représenter. Parce que des fois, qualité de vie au travail, on l'a vu, c'est un peu des fois la tendance de, on va faire du massage sur chaise, un panier de fruits, un ballon, ce que j'appelle les approches pomme, carotte, vélo. Là. C'est bien, mais c'est à ses limites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est à ses limites. Et ce qu'on constate, c'est que les gens veulent beaucoup plus qu'un panier de fruits au travail. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de resituer, y compris pour nos internautes, la conception qu'on peut avoir, nous, de la qualité de vie au travail. Elle correspond tout à fait à ce que vous évoquez, c'est-à-dire la capacité et la possibilité de pouvoir s'exprimer sur son travail, d'agir sur son travail, et que effectivement on est dans l'action sur l'ensemble des registres, et pas seulement l'environnement de travail, comme vous le disiez Jean-Pierre, mais aussi le contenu du travail, l'organisation du travail,
des enjeux de parcours professionnel comme Jérôme les évoquait. Donc notre palette s'élargit là, sur les leviers possibles de reconnaissance. J'aimerais peut-être qu'on creuse un petit peu ce qui relève des relations professionnelles. Hein. Je disais en introduction le triptyque, ce qui relève du travail, ce qui relève des relations professionnelles et ce qui relève de l'emploi. Relations professionnelles, c'est peut-être en résonance avec ce que vous évoquiez. Ça peut, par raccourci, se résumer à un manager qui est capable de dire merci, hein, de dire bonjour, etc. Et c'est sans doute très réducteur. C'est déjà bien s'il arrive à ça. Ça peut être intéressant, mais c'est aussi utile de se dire finalement sur ce registre-là, des relations professionnelles, des relations managériales, du dialogue social, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Sur quoi vous avez, essayé d'avancer? Est-ce qu'il y a par exemple, au niveau de votre encadrement, une attention autour de ces enjeux de reconnaissance, que ce soit dans la distribution de l'activité, dans la régulation, dans la reconnaissance, la valorisation du travail réalisé? Qu'est-ce que vous pourriez nous citer peut-être comme exemple ou illustration qui relève, je dirais, du levier reconnaissance activé par l'encadrement et en particulier l'encadrement de proximité? Alors, peut-être d'abord une anecdote pour commencer. Donc on se digitalise et donc ça veut dire que nos chauffeurs ont une tablette et on sait mesurer maintenant les distances, les poids que nos collaborateurs vont collecter chaque jour. On a construit cet outil avec eux, avec aussi un souci d'équité dans les difficultés des tâches. Donc il y a vraiment cette nécessité du manager de se mettre au niveau de ses collaborateurs, de les écouter, de leur expliquer la finalité. Et donc on a institué plusieurs temps de partage. Alors, il y a une réunion mensuelle qui n'est pas simplement pour dire merci, vous avez bien travaillé, mais c'est pour expliquer les problèmes, des qualités, les nouveaux clients. Donc vraiment leur dire, vous faites partie de l'aventure. Partager de l'information, partager de l'information, de la stratégie, etc. Prendre le temps. Alors, le budget est présenté, les comptes sont présentés à l'intégralité des collaborateurs. Alors, pour certains, c'est un peu aride, mais néanmoins, ils se sentent complètement partie prenante et pas simplement les salariés, c'est vraiment des collaborateurs de l'entreprise. Et on essaye régulièrement de dire à nos managers, ils doivent autant féliciter par écrit que faire des avertissements par écrit. Il y a un équilibre. Il y a de l'exigence, c'est nécessaire pour progresser, pour tout le monde, d'ailleurs pour l'entreprise mais aussi pour le collaborateur, mais il faut savoir aussi reconnaître les actes de qualité que font nos collaborateurs. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup à travailler. On est encore très loin de là où on voudrait être, mais le fait de prendre régulièrement du temps pour partager pas uniquement des indicateurs de production, mais de re-raconter l'histoire et où on se situe, est absolument essentiel. Si je peux me permettre de réagir là-dessus, Jérôme, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Il y a quelque temps, j'ai écrit un papier, le titre c'était « Manager, cessez d'informer vos employés ». Un titre un peu provocateur en disant qu'aujourd'hui, il ne faut pas informer, il faut dialoguer, dialoguer et dialoguer, ce qui est très, très différent à ce moment-là. Et dialoguer, pas juste sur les objectifs et sur les indicateurs, mais dialoguer sur l'activité de travail. Et ça, je dirais que souvent, le management a de la difficulté à parler de ça pour se dire, est-ce que j'offre ce qu'il faut? Quelles sont les difficultés qui peuvent se présenter au quotidien, au jour le jour, hein, pour être capable de les aborder à ce moment-là? Donc, de bien faire attention lorsqu'on parle d'information et de consultation, de ne pas être juste dans une approche top-down, hein, finalement, mais bottom-up aussi, et à s'assurer qu'il y a un véritable dialogue qui s'instaure. Le dialogue, ça veut dire aussi écouter les gens, ça veut dire être tolérant, accepter la différence, et de tous les côtés, hein. Pas juste du côté du manager, aussi du côté des collaborateurs qui, des fois, sont un peu rigides et qui manquent un peu de flexibilité par rapport au point de vue des autres parties dans l'organisation. Donc, réinstaurer ce dialogue, et là, je ne parle pas de dialogue social, bien que ça peut s'appliquer au dialogue social, mais réinstaurer le dialogue sur l'activité de travail est un élément important. On a l'impression en entreprise de beaucoup communiquer, sauf que je trouve qu'on est plus dans l'information, on est plus dans la transaction que dans une véritable communication à double sens et dans laquelle on est entendu aussi. Alors, ce que j'entends aussi dans vos propos sur cet angle d'attaque qui est celui du rôle de l'encadrement en matière de reconnaissance au travail, c'est que
c'est pas l'affaire de recettes à appliquer et peut-être de bons points ou de mauvais points. Il y a des choses à acter, symboliquement, qui sont fortes, mais c'est aussi comment on intègre dans sa pratique managériale cette attention, cette prise en compte du collaborateur, de sa capacité à s'investir, à être force de proposition et de lui faire un certain nombre de feedbacks utiles pour sa reconnaissance, mais utile aussi pour sa performance et savoir s'il est dans le vrai ou pas, j'imagine, dans la réalisation de son activité. Donc ça, c'est des choses, vous les accompagnez un peu, vos managers, sur cette dimension-là, parce que comme le suggérait Jean-Pierre, ça va peut-être pas de soi, et en tout cas, on sait très bien que nos managers dans les entreprises que nous croisons ne sont pas nécessairement préparés et formés à cet exercice managérial qui n'est pas simple. Donc comment vous soutenez, et vous reconnaissez d'ailleurs vos managers pour agir sur ce levier-là? Qu'est-ce que vous avez mis en place, le cas échéant? Je veux dire, en effet, motiver des personnes, dialoguer avec elles sur leurs axes d'amélioration et sur leurs problèmes, écouter ce qu'elles ont à dire, c'est pas inné, surtout quand les managers viennent du terrain, et ils ont pas forcément toutes les clés pour passer dans un mode d'écoute et de mise en dynamique du collaborateur, notamment dans les entretiens annuels. C'est ce que j'appelle moi le leadership participatif. Voilà. Et ça, c'est pas simple. Donc là, je ne comptais pas en parler, mais on est en train de former nos managers. Donc classiquement, quelqu'un d'extérieur est venu les observer pendant une journée avec leur accord, et puis on va avoir des séances de débriefing, et puis il va y avoir des sessions jusqu'en septembre sur ce critère-là. Comment on était parti d'un problème de gestion de conflits, il y a des conflits dans l'entreprise, tout n'est pas rose, à comment on peut motiver et construire sur un désaccord. Et donc je ne peux pas encore vous donner le résultat, mais en tout cas déjà le fait de tous se mettre dans cette dynamique motive énormément les chefs d'équipe, et je pense qu'on aura des très bons moments. La deuxième chose qu'on essaye de faire depuis peu, c'est de célébrer, de prendre du temps ensemble, sans aucune raison. Donc les barbecues trimestriels sur chaque centre, on prend du temps. On essaye aussi, quand un collaborateur, pour une raison ou une autre, alors quelquefois c'est une raison un peu factice, mais je dirais a fait quelque chose de super, ou un client a signalé qu'il était ravi, on essaye de déjeuner avec lui. Parce qu'on n'a pas le temps de le connaître, on est sur plusieurs centres, on ne prend jamais le temps. Alors on prend le temps d'informer, quelquefois on prend le temps de dialoguer, mais on prend rarement du temps pour être tout simplement dans la découverte de l'autre. Donc la convivialité, voilà, l'attention portée aux personnes, quelques actes symboliques sont aussi des facteurs. Et c'est très enrichissant pour tout le monde. On apprend à se connaître, on apprend à connaître les centres d'intérêt des uns et des autres, on se livre un peu, et on travaille ensemble, alors pas 2000 heures en France, mais 1650 heures. Je pense que on est mieux que simplement des collègues de travail. Très bien. Alors peut-être un des piliers, on y est nous attachés ici à l'ANAC, c'est celui du travail, du contenu même du travail. Jérôme abordait tout à l'heure l'idée de donner un peu plus d'autonomie, de favoriser les prises d'initiative, peut-être d'enrichir le contenu de l'activité. Effectivement, si on me confie une tâche, ma foi, subalterne, peu valorisée, pas dire qu'on participe à ma reconnaissance. En revanche, si j'ai quelque chose qui, dans son contenu, est valorisant et motivant, m'aide à progresser, si on facilite la prise d'initiative, donc tout ce qui relèverait plutôt, je dirais, du contenu même du travail. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à dire, Jean-Pierre, sur ce levier-là, qui est au moins aussi important que les deux autres, si ce n'est plus à nos yeux? Il devient de plus en plus important. C'est drôle que vous parlez de ça, parce qu'on vient de terminer une enquête dans une entreprise où il y a 800 collaborateurs. On leur a demandé comment ils veulent être reconnus. Qu'est-ce qui est important pour eux en matière de reconnaissance? À 98%, ce que les gens nous disent, la première demande, c'est avoir les bons outils pour faire mon travail. Et donc, les outils, ce n'est pas juste un tournevis, là. C'est les méthodes, c'est l'organisation du travail, c'est l'environnement de travail, c'est le poste, etc. C'est la première demande. C'est pas merci, pouvoir bien faire mon boulot. Pouvoir bien faire mon boulot, tout simplement. Moi, je considère que la grande majorité des gens ont une éthique professionnelle. Et ce qu'ils veulent en fin de journée, c'est dire « j'ai bien fait mon travail aujourd'hui ». Je pense que c'est ce qui préoccupe les individus d'abord et avant tout. Ça, c'est la première chose qu'ils demandent. Vous retrouvez cette demande-là? Je vois une question de Nadia là, sur que demandent vos salariés en termes de reconnaissance. C'est quelque chose qui vous est demandé aussi par vos salariés, de dire
avoir les moyens à ma disposition pour pouvoir faire un travail de qualité? Oui, alors ça c'est vrai que je ne l'aurais pas forcément mis en première tête, mais que ce soit le chauffeur qui le matin part et qui doit prendre des bacs, si les bacs ne sont pas propres ou si les bacs ne sont pas disponibles, ça le met en stress. Il est quand même tout à fait conscient que la satisfaction client est essentielle et il a l'impression qu'on ne lui permet pas de réaliser correctement son travail. Mais même chez les managers, on a eu une réunion hier d'ailleurs sur un dossier similaire, c'était pas on a trop de travail, mais on est incapable d'avoir une gestion de stock prévisionnelle, vous nous mettez en tension, en stress, pour rien. Et c'était là encore pas tellement pour simplement son cas personnel, gérer son stress, mais cette responsable, cette jeune femme qui est responsable du plus gros centre était en effet, vraiment, elle en voulait à l'entreprise en disant mais c'est pas possible, donnez-nous les bons outils et on va faire du bon boulot. Après, on sait gérer. Donc c'est vrai que je pense que c'est un double levier parce que si on leur donne les bons outils, ils vont se sentir en effet dans une position beaucoup plus positive. Et très souvent, ils pointent les manques de l'entreprise. Donc quand on regarde ce qu'ils réclament comme bons outils, ça prouve que de toute façon, il y a bien quelque chose à creuser. Nous, quand on fait les enquêtes comme ça, on regarde en effet qu'est-ce qui impacte la santé et on fait le parallèle en disant la plupart des éléments, je dirais 80% des éléments qui impactent la santé impactent la performance aussi. Hein? Quand les bacs ne sont pas propres, ça me stresse, mais c'est sûr que ça retarde le travail aussi à ce moment-là, où la qualité n'est pas la même. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit de plus en plus, que lorsque les gens pensent santé ou qualité de vie au travail, en réalité, ce n'est pas dans une perspective égoïste et je veux mon bien-être personnel, moi. Ça contribue directement à la performance. C'est que ça va me permettre de faire du bon boulot et puis quand je vais rentrer le soir, je vais être peut-être moins stressé puis content de ma journée. Et l'absentéisme diminue. Et tout et puis un état d'esprit positif. C'est contagieux d'être positif au travail. C'est contagieux. D'autres illustrations ou sur le levier contenu du travail, j'évoquais notamment là peut-être la possibilité de prendre des initiatives, d'être dans des dynamiques un peu plus coopératives. On voit émerger ce genre de choses dans quelques organisations. Le troisième élément, je vous parlerai du deuxième après, mais le troisième élément qui est ressorti, c'est en effet la participation aux décisions, pouvoir être consulté, avoir son mot à dire et même pouvoir grandir dans l'entreprise. C'est-à-dire, les gens nous disaient, je veux être impliqué dans des missions, des nouvelles tâches, des projets, etc. Je ne veux pas juste faire mon activité, là, mais je veux participer à la vie de l'entreprise en tant que telle. Donc ça, c'est une dimension qui est très, très importante aussi, mais une vraie participation aux décisions. Hein. Ce n'est pas juste d'être écouté et qu'il ne se passe rien. Moi, je dis souvent, il ne faut pas confondre la participation de la prise de décision et de la participation à des décisions prises. Hein. Ce n'est pas pareil tout à fait. Donc, il faut que ce soit une vraie participation à ce moment-là. Ça, c'est un élément très important pour les gens. Peut-être venir sur un dernier point, parce que je sais que vous y travaillez au sein de votre entreprise avec un accord d'intéressement qui est en perspective. Il y a sans doute quelques acteurs RH qui nous écoutent aussi. Et même si on est venu avec un peu de prudence sur ce levier-là en disant il tend à se diminuer et les attentes ne sont peut-être pas essentiellement là-dessus. Pour autant, comment, dans cette politique globale, où vous cherchez à agir sur tous les registres de la reconnaissance, comment vous avez pris la question de la reconnaissance monétaire en charge? Comment vous travaillez sur ce sujet-là? Alors, on l'a initié d'ailleurs grâce à l'ANACT, puisqu'on a participé au Juridicton de l'année dernière, et on avait cette réflexion, on est en train de se transformer, il faut embarquer le maximum de personnes, et il faut aussi d'ailleurs faire passer un peu la culture sur les enjeux financiers de l'entreprise. Et donc, on avait en tête l'intéressement. Et donc, avec le Juridicton, ce qu'on a combiné, c'est l'idée que ce qui est un dispositif légal du ressort des délégués syndicaux soit étendu à l'ensemble des représentants du personnel, donc les élus. Et donc, on a créé un conseil d'entreprise ad hoc pour travailler, on a travaillé pendant 6 mois, avec 6 ou 7 réunions, pour travailler au contenu qu'on a voulu positionner, même si in fine il y a bien un résultat monétaire pour les collaborateurs, mais sur le thème de la reconnaissance et du partage. C'est vraiment ça, il s'appelle reconnaissance et partage, cet accord. Une approche globale qui s'inscrit dans une logique de concertation où vous avez discuté des critères, alors, des les critères ont été décidés avec et par les collaborateurs. On les a modifiés d'ailleurs, et ils sont mi-financiers, je dirais humains,
sur la qualité de vie au travail. Et maintenant, on n'a fait que la première brique. Je pense qu'il va y avoir une brique essentielle, c'est de s'assurer que les représentants du personnel ont certes compris et adhéré, mais surtout que les collaborateurs derrière, on passe le temps nécessaire à leur expliquer, à communiquer régulièrement sur les avancées pour qu'on les entraîne. Donc, la finalité, elle n'est pas tellement... elle est de partager les fruits des progrès qu'on anticipe, mais elle est aussi surtout de faire monter le niveau de conscience de tous ces collaborateurs de ce qu'on est en train de faire et de nos enjeux. Donc au-delà, là, je rebondis par rapport à la question de Nélia, qui était justement sur la question de dépasser peut-être la logique demande d'effort, demande d'augmentation. Enfin, vous aviez commencé là-dessus, Jean-Pierre, en disant bon, c'est pas simplement qu'une question de rétribution et pas simplement qu'une question de rémunération et retour. Donc peut-être en complément sur ce levier-là. Oui, parce qu'il faut bien comprendre dans ce que je dis. Je ne dis pas que ce n'est pas important le salaire. Hein. Au contraire, ce qu'on est en train de voir, en train de monter aux États-Unis à l'heure actuelle et en Europe, à mon avis, et en France aussi, c'est ce qu'on appelle la souffrance économique. Donc, c'est vrai qu'en effet, le salaire, la rémunération est quelque chose d'important. La souffrance économique aux États-Unis s'est exprimée à travers l'élection de Trump, en France, à travers les mouvements sociaux que vous avez connus au cours des derniers mois. Donc, il ne faut pas faire l'économie de cette question-là. Elle est très, très importante aujourd'hui et à mon avis, elle va devenir de plus en plus importante. Ce qu'on voit, par contre, c'est que la rémunération joue sur la satisfaction et pas nécessairement sur l'engagement en tant que tel. C'est-à-dire je suis satisfait du salaire parce que je peux me payer plus de choses, je peux mieux nourrir ma famille, avoir plus d'activités avec ma famille, etc. Mais ce n'est pas l'élément qui va développer l'engagement en tant que tel. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de la rémunération. Au contraire, et je pense même que ça va devenir de plus en plus important, mais il ne faut pas penser parce qu'on paye bien les gens qu'ils vont être engagés. Et qui vont être heureux. On a bien un juste équilibre entre les trois piliers, emploi, travail, relations professionnelles. Et si l'un est un peu en déséquilibre, même s'il y a des efforts sur un seul, ça ne suffira pas. Alors peut-être dans le prolongement de cette question-là, Jean-Pierre, là, je rebondis sur une question de Anne, là, sur l'articulation entre les leviers de la reconnaissance individuelle et de la reconnaissance collective. Alors on voit bien que pour le coup, les politiques de rémunération touchent à ça, les objectifs individualisés qui sont aujourd'hui aussi un peu critiqués sur ce plan-là. Donc comment, quelle distinction vous faites et quel regard vous avez sur cette articulation entre reconnaissance de mon engagement individuel et puis politique de reconnaissance collective par ailleurs? Alors moi, ce que je suggère souvent aux entreprises, c'est de dire au niveau managérial, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître l'individu. Parce que dans mon 5 mètres autour de moi, j'ai mes collaborateurs et puis one-on-one, comme on dit, un par un, je dois les reconnaître. Ce qui ne veut pas dire les mettre sur un piédestal et dire c'est toi le meilleur ce mois-ci, hein, comme la photo de l'employé du mois, mais être dans la reconnaissance. Au niveau de l'entreprise, de l'organisation, il faut être beaucoup plus sous une forme de reconnaissance collective. Reconnaître les groupes d'emploi en tant que tels pour leur contribution dans une organisation en tant que telle. Les techniciens, les professionnels, les chauffeurs, les qualiticiens, etc., ces différents groupes d'emploi sont des éléments importants. On a trop tendance à l'heure actuelle de voir la reconnaissance comme juste un rapport individuel. On oublie la dimension collective et c'est très important parce que non seulement les gens ne se sentent pas engagés, mais souvent sentent que leur catégorie professionnelle n'est pas reconnue dans l'organisation. Hein, se considère un peu toujours la 5e roue de la charrette. Hein. Je prendrais les gens d'entretien dans les hôpitaux, vont dire, nous, on est invisible, on ne voit pas notre travail, alors qu'on sait que si l'entretien n'est pas bien fait, si la logistique dans un hôpital n'est pas bien faite, mais que l'opération à cœur ouvert, là, elle ne marchera pas. Donc, ils sont tout aussi importants que le chirurgien qui fait l'opération en tant que tel. Et je pense que ça, on a beaucoup à apprendre en entreprise sur cette reconnaissance collective où on n'en fait vraiment pas assez, je pense. Oui, et avec souvent une tendance peut-être à opposer l'une à l'autre, alors qu'elles doivent être complémentaires. Une position sur cet enjeu de reconnaissance individuelle. Je veux être reconnu en tant qu'individu qui m'investit dans mon travail et qui attend peut-être un retour de cette manière-là, mais en même temps, il y a des enjeux d'embarquer plus largement le collectif et d'avoir une politique de reconnaissance collective. Alors le collectif, j'adhère, et l'intéressement en fait partie, et les fêtes d'entreprise en font partie. Et je pense que le point est intéressant. Je vais le prendre sur le fait de travailler sur des groupes, en effet, de services. Toujours le service à qui on s'adresse est toujours plus maltraité que les autres. Nous, on a quand même en train de mettre un peu un focus sur l'individuel, mais de manière un peu différente. Je disais, quand vous êtes trieur, vous n'avez pas beaucoup d'horizons,
Et si par contre vous faites l'effort d'être capable d'opérer par exemple un destructeur de papier confidentiel, vous donnez à l'entreprise une flexibilité complémentaire. Donc vous êtes investi, vous êtes formé, et vous avez une flexibilité complémentaire qui, on ne peut pas forcément toujours augmenter les salaires, mais là on a bien créé une compétence complémentaire qui peut être célébrée d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément de l'argent, ça peut être quelque chose de familial dans un parc d'attractions, dont je ne donnerai pas le nom. Et on essaye en effet de la même façon, un chauffeur qui fait zéro défaut, qui consomme peu d'essence, qui n'a pas de contravention et qui entre très bien. Donc on essaye de donner des labels, parce que, in fine, on parlait tout à l'heure de la satisfaction de bien de faire son travail et d'avoir les outils, mais la satisfaction d'être dans l'excellence dans son registre, c'est vraiment très important. Et ce thème est né d'une discussion avec les élus, qui, lorsqu'on a parlé d'intéressement, et qui disaient mais comment aussi on donne un signal positif à ceux qui s'impliquent. Et donc c'est cette idée de travailler sur des labels, de monter en expertise de manière un peu individuelle, même si c'est ouvert à tous. Très bien. On avance, il nous reste une petite dizaine de minutes. Peut-être une question là de Sylvie qui résonne avec un point sur lequel vous avez insisté l'un et l'autre, qui est la question de l'engagement dans des logiques de participation, de l'ouverture d'espaces de discussion sur le travail, qui permettent effectivement d'avoir un peu prise sur son activité. Alors, le réseau ANACT a pas mal travaillé sur cette notion d'espace de discussion sur le travail, en disant qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir des espaces pour échanger, discuter, mais il faut bien que ça soit productif et qu'il y ait des choses qui se jouent derrière. Ceci étant, en résonance avec la question de Sylvie, il semble qu'il y a encore besoin de convaincre quelques directions des enjeux à ouvrir ces espaces de discussion qui peuvent être perçus, et là on est sur le sujet de la performance, comme des temps non productifs. Vous savez, c'est cette fameuse réflexion sur on perd notre temps, on est en réunion, ça ne sert à rien, etc. Donc quels conseils on pourrait donner ou comment convaincre ces dirigeants d'entreprise que finalement investir sur cette question de la participation, des espaces de discussion sur le travail, à certaines conditions sans doute, c'est peut-être un investissement profitable à la performance de l'entreprise et au bien-être des collaborateurs. L'idée, c'est de montrer en effet que ces espaces de discussion sur le travail sont sur la performance aussi en tant que telle. Et que donc, si un directeur ou un PDG d'entreprise se dit, moi, je ne veux pas consacrer du temps pour que mes salariés parlent de performance, on va avoir un problème. Alors que ce qu'ils font dans les comités de management ou les comités de direction, c'est essentiellement parler de performance. Donc. Et par contre, il faut en effet qu'il y ait un accord sur la manière de faire. Ce qu'on constate de plus en plus, pourquoi le dialogue ne marche pas ou pourquoi les idées qui sont suggérées par la direction ou le management ne sont pas toujours reprises par les salariés, ce n'est pas parce que ce n'est pas des bonnes idées, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord sur la méthode, sur la manière de le faire, et il n'y a pas la légitimité en tant que telle sur cette démarche-là. Et des fois, ils n'ont tout simplement pas été consultés. Et on se voit avec des directions qui proposent des choses et qui disent « pour nous, le problème est réglé ». Alors que pour les salariés, il n'est pas du tout réglé. C'est ce que j'appelle les indicateurs pastèques. C'est vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Donc, le problème n'est pas réglé en tant que tel, et ça, c'est un élément important. Donc, c'est vraiment important, et vous allez le voir dans les années à venir, la participation, ce que j'appelle, moi, le leadership participatif, va devenir de plus en plus important parce qu'on n'a pas le choix. On est en 2019, les gens veulent donner leur opinion. Ils savent où aller pour aller chercher l'information sur Internet. Ils ont toute l'information qu'ils ont besoin. On ne peut plus, comme avant, je dirais, cacher ou tout au moins ne pas dire les choses. Très bien. Merci Jean-Pierre. Merci Jérôme pour votre retour d'expérience intéressant. Peut-être, avant de conclure définitivement, reprendre 2-3 idées. Ce que je retiens, c'est que ça se joue sur différents registres, ça prend différentes formes et que, au-delà des enjeux liés à l'emploi et la prise en compte des questions de rémunération, de parcours, de formation, il y a des choses qui se jouent du côté du management, des relations professionnelles et du contenu même du travail, avec une attention. Et vous avez insisté l'un et l'autre sur la question de la discussion sur le travail, de la participation des salariés, articuler l'individuel et le collectif. Et puis ce que je retiens aussi des derniers propos qui ont été les vôtres, c'est à la fois que ça relève d'une démarche, qu'on n'improvise pas ce genre de sujet. Il faut qu'il mature, comme chez vous depuis un certain temps, et que ça s'inscrive dans une politique globale et durable. Voilà, j'espère qu'on a, à travers ces témoignages et vos apports d'expertise, Jean-Pierre, amené quelques pistes de réflexion
pour nos internautes. Donc en conclusion peut-être, rappeler que la semaine de la qualité de vie au travail se poursuit. On a des rendez-vous cet après-midi et en particulier dès demain, vous avez 2 webinaires. Un justement sur les espaces de discussion, la transition est toute faite, et un autre sur le secteur de la filière viande, qui sont organisés. Vous remercier à nouveau pour le temps. Vous aurez également la possibilité de télécharger et les éléments de présentation et de revoir en replay ce webinaire. Il y a un certain nombre de ressources qui sont mises à disposition pour les internautes. On peut aussi peut-être, Jean-Pierre, signaler votre dernier ouvrage. Oui, je viens de publier un livre qui s'appelle « Le pouvoir de la reconnaissance au travail ». Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous, en espérant que ce webinaire vous a intéressé. Et à bientôt pour les prochains webinaires de la SQVT sur le réseau de l'ANACT. Merci. 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 Merci.